pour trouver le meilleur or du Brésil. Parker va parcourir près de 2500 kilomètres, là où près d'1 milliard de dollars d'or sont extraits chaque année. Je suis toujours curieux de connaître les différentes méthodes d'extraction et de connaître tous les endroits où nous allons. Tous les pays où nous allons. Parker Schnabel a laissé le Klondike derrière lui, plongeant tête baissée dans les dangereux champs aurifères du Brésil où chaque pas était une bataille. L'Amazonie promettait des richesses, mais elle s'accompagnait d'obstacles juridiques, d'écosystèmes fragiles et de traditions ancestrales qui se heurtaient à ces méthodes modernes. Mais sa véritable épreuve résidait dans sa capacité à gagner la confiance des mineurs locaux qui le considéraient comme un étranger. Suivez Parker dans un combat acharné pour l'or et la survie dans un pays qui n'épargne personne. Les défis de l'exploitation minière au Brésil. Le Brésil attire les chercheurs d'or en raison de ses réserves d'or intactes. La région amazonienne en particulier est un foyer pour les chercheurs d'or. Mais il y a plus à dire. Ce n'est pas une situation de liberté totale. Des règles strictes protègent les terres et les territoires autochtones. De plus, les préoccupations environnementales font que le processus ne se résume pas à creuser et à espérer que tout se passe bien. La décision de Parker de se lancer dans cette aventure ne se limitait pas à trouver de l'or. Il s'agissait de comprendre comment travailler dans un endroit où chaque geste est scruté et remis en question. Ce que Parker a découvert en Amazonie allait tout changer. Pour Parker, il ne s'agissait pas seulement de décrocher un gros lot. Il s'agissait de tester ses compétences dans un environnement totalement nouveau. Il avait déjà fait ses preuves au Klondike, mais le Brésil s'accompagnait de règles, de pratiques et d'enjeux différents. Il ne cherchait pas seulement à creuser. Il voulait comprendre comment les choses fonctionnaient là-bas, des techniques aux lois. L'idée était d'apprendre des mineurs locaux et de voir s'il y avait un moyen de fusionner leurs méthodes traditionnelles avec ces méthodes plus avancées. Les promesses étaient énormes, mais les risques l'étaient tout autant. L'une des premières difficultés auxquelles Parker s'est heurté a été le labyrinthe juridique. L'exploitation minière au Brésil n'est pas simple. Les permis sont indispensables et personne ne peut se contenter de délimiter un terrain sans s'assurer que tout est en règle. Il ne s'agit pas d'une simple formalité administrative. Il s'agit d'un processus complexe qui peut bloquer les opérations avant même qu'elles ne commencent. Et puis, il y avait les règles environnementales. L'écosystème amazonien est fragile et le gouvernement surveille de près les effets de l'exploitation minière sur la forêt et ses habitants. Chaque geste de Parker devait être planifié, non seulement pour faire du profit, mais aussi pour rester dans le droit chemin. Même si les obstacles juridiques et environnementaux ne suffisaient pas, Parker a dû faire face à la situation locale. Les mineurs brésiliens, aux garimpeiros, travaillent à ces terres depuis des générations, en utilisant des méthodes qui peuvent ne pas être familières aux étrangers. L'approche habituelle de Parker ne suffirait pas sans une compréhension de la culture locale et l'instauration d'une relation de confiance avec les personnes déjà sur place. De plus, la dynamique socio-économique de la région l'obligeait à réfléchir à l'impact de ses opérations sur les communautés locales. Il ne s'agissait pas seulement d'extraire de l'or du sol. Il s'agissait de s'intégrer dans un système établi sans faire de vagues. Durant son séjour là-bas, Parker a pu observer des techniques très différentes de celles auxquelles il était habitué. Il a par exemple vu des mineurs utiliser des plaques de cuivre recouvertes de mercure pour extraire l'or. C'est une méthode à l'ancienne, encore largement utilisée, mais elle comporte des risques pour l'environnement et pour les mineurs eux-mêmes. Il ne s'agissait pas seulement d'apprendre un nouveau truc. Il s'agissait de peser le pour et le contre d'une pratique profondément ancrée dans les traditions locales. Mais Parker ne s'est pas contenté de rester assis à observer. Il s'est lancé dans des négociations et a cherché des moyens de s'associer avec les mineurs locaux. Il voulait voir si la combinaison de ces techniques modernes avec leur savoir-faire pouvait conduire à de meilleurs résultats. Ce n'était pas seulement une question d'efficacité. Il s'agissait de respect et de collaboration, prouvant qu'il n'était pas un simple outsider cherchant à gagner de l'argent rapidement. À un moment donné, il a même repris une exploitation minière en faillite. Les chiffres étaient énormes, des centaines de millions de dollars de potentiel, mais les défis étaient tout aussi grands. Parker a dû réagir rapidement, adopter de nouvelles stratégies et de nouveaux équipements pour tenter de renverser la situation. C'était un match à gros enjeux. Et même si le résultat aurait pu être énorme, il était clair que rien n'était garanti. À la fin de son aventure brésilienne, Parker est reparti avec plus que de l'expérience.
Il a pu ainsi se faire une idée précise des défis que pose l'exploitation minière dans un endroit comme celui-ci. Il ne s'agissait pas seulement d'extraire de l'or. Il s'agissait d'apprendre à naviguer dans un monde totalement différent. Le mélange de problèmes juridiques, de préoccupations environnementales et de dynamique a fait de chaque décision un exercice d'équilibre. Bien sûr, il y a eu des victoires, mais il y a aussi eu des moments qui ont souligné à quel point il est difficile d'opérer de manière éthique et avec succès dans un pays étranger. Les défis allaient au-delà des simples opérations. Le réseau complexe de lois minières du Brésil a obligé Parker à rester adaptable et proactif. Chaque obstacle est devenu une leçon de patience et de résolution de problèmes. Du déchiffrage des droits fonciers à la gestion de la conformité environnementale. Équilibrer les attentes locales, tout en restant fidèle à sa propre éthique de travail, n'a pas été une mince affaire. Il a rapidement compris que pour réussir au Brésil, il fallait être à la fois mineur et diplomate, et savoir naviguer avec précaution entre les nuances culturelles et les obstacles bureaucratiques. Tout au long de son voyage, Parker a pu constater de visu les efforts déployés par les mineurs locaux malgré des ressources limitées. Il a observé des installations à petite échelle, où le travail acharné et l'improvisation dominaient la journée. Ces opérations, bien que primitives en comparaison, avaient leur propre type d'efficacité et de sagesse, acquises au fil de décennies d'essais et d'erreurs. Le respect de Parker pour ses mineurs a grandi, tout comme sa compréhension de la situation dans son ensemble. L'exploitation de l'or au Brésil ne se résumait pas seulement au métal. L'exploitation minière était étroitement liée à la subsistance, à la survie et à la tradition. En essayant de moderniser une mine en difficulté, Parker a apporté de nouveaux équipements et de nouvelles idées. Pourtant, même ces changements ont entraîné leur lot de revers. L'équilibre délicat entre coûts et rendement s'est avéré difficile à maintenir. Certains jours, on avait l'impression de faire un pas en avant et 2 pas en arrière, avec des défis inattendus surgissant à chaque tournant. Des pannes d'équipement aux perturbations météorologiques. Rien n'était simple. Mais la détermination de Parker n'a jamais faibli et il a continué à avancer, tirant autant d'enseignements de ses échecs que de ses succès. Après les premiers obstacles, Parker a eu l'occasion de poursuivre ses efforts. Mais les risques étaient considérables. Une découverte qui a bouleversé l'industrie aurifère. Cependant, une découverte d'une telle ampleur n'est pas sans poser de problème. L'extraction d'or de haute pureté comporte des risques particuliers, notamment en matière de sécurité. L'emplacement de la mine est étroitement surveillé, et pour cause. La protection du site contre le vol ou le sabotage nécessitera des mesures de sécurité strictes et des investissements importants. L'impact environnemental est un autre problème urgent. L'exploitation de l'or est depuis longtemps critiquée pour son impact sur l'environnement, et cette mine sera sans aucun doute soumise à un examen minutieux. Mais il existe une volonté de trouver un équilibre entre profit et responsabilité. Il sera crucial de naviguer dans le réseau complexe de réglementation, de relations avec la communauté et de considérations écologiques pour aller de l'avant. Au-delà du succès personnel, cette découverte est une étape importante pour l'ensemble de l'industrie minière aurifère. C'est la preuve que même dans un monde où beaucoup pensent que toutes les grandes découvertes ont déjà été faites, il y a encore de la place pour des découvertes révolutionnaires. Cela pourrait inciter d'autres mineurs à prendre des risques plus importants, à s'aventurer dans des territoires inexplorés et à investir dans de nouvelles technologies. À plus grande échelle, cette découverte a des implications pour le marché mondial de l'or. Même si une seule mine ne devrait pas faire bouger les prix de l'or de manière spectaculaire, l'engouement suscité par une telle découverte pourrait susciter un intérêt accru pour l'or en tant qu'investissement. Les investisseurs pourraient se ruer sur les marchés de l'or, créant ainsi un effet d'entraînement qui profiterait à l'ensemble du secteur. Ce qui rend cette voie si intéressante, c'est qu'elle ne concerne pas uniquement l'or. C'est une histoire d'ambition, de résilience et de volonté de tout miser sur un rêve. Passer d'un adolescent à la tête d'une petite mine familiale, à la découverte de l'un des gisements d'or les plus riches de tous les temps, est un témoignage de ce qui est possible lorsque le travail acharné rencontre l'opportunité. Cette découverte témoigne également de l'évolution de l'exploitation minière. L'époque où les prospecteurs comptaient uniquement sur la chance et des outils rudimentaires est révolue. Les mineurs d'aujourd'hui utilisent des technologies de pointe, le big data et des analyses avancées pour découvrir des richesses cachées dans les profondeurs de la Terre.
Ce succès est un exemple éclatant de la façon dont les méthodes d'exploitation minière modernes peuvent produire des résultats incroyables. Les défis et les opportunités qui se présentent à l'avenir sont immenses. Le monde suivra de près le déroulement de la prochaine phase de ce projet. De l'extraction de l'or à la gestion de son impact. Chaque décision sera scrutée. Mais si l'on se fie à l'histoire, ces défis devront être relevés de front, comme ils l'ont toujours été. Alors que la poussière retombe sur cette découverte monumentale, il est clair qu'il ne s'agit pas seulement d'exploitation minière. Il s'agit d'ouvrir la voie, d'innover et de prouver ce qui est possible dans un domaine qui exige tout de ceux qui osent réussir. Ce n'est que le début d'un nouveau chapitre passionnant d'une carrière extraordinaire. Si cette découverte est remarquable, elle soulève également une grande question. Quels autres trésors cachés pourraient encore se trouver là-bas? Ce succès nous rappelle que même dans les coins les plus explorés de la planète, il existe encore des merveilles à découvrir. Et pour ceux qui sont prêts à travailler dur, les récompenses peuvent dépasser l'imagination. Le nom de Parker résonnera probablement pendant des années dans le monde minier, inspirant ceux qui viendront après lui à creuser plus profondément, à pousser plus loin et à prendre des risques que d'autres n'oseraient pas. Chaque pépite extraite de sa mine désormais célèbre témoigne de ce qui est possible lorsque la passion rencontre la persévérance. Mais il ne s'agit pas seulement d'une victoire personnelle, mais d'une histoire mondiale. Une histoire qui montre comment la détermination d'une seule personne peut changer le cours d'une industrie. La pureté absolue de l'or découvert par Parker a établi une nouvelle norme, plaçant la barre plus haut pour tous ceux qui suivent. Ce n'est pas seulement de l'or. C'est un héritage qui se forge, une once à la fois. La mine de haute pureté sert à rappeler que la nature recèle encore des choses sous sa surface, attendant ceux qui sont assez courageux pour les rechercher. La découverte de Parker a prouvé qu'il existe des richesses inexploitées, mais qu'elles sont réservées aux persévérants et aux audacieux. Alors qu'il creuse de plus en plus profondément dans cette découverte historique, le monde attend de voir ce qu'il va encore découvrir. Chaque jour qui passe, cette découverte prend de l'importance, symbolisant le potentiel infini des trésors cachés de la Terre. À mesure que la nouvelle de ces grandes découvertes se répand, d'autres mineurs et leurs efforts audacieux suscitent encore plus d'enthousiasme et de défis. Comment les stars de la ruée vers l'or ont fait fortune. L'histoire des plus grandes découvertes d'or de la ruée vers l'or ne se résume pas seulement à la fortune, mais aussi au courage, aux risques et aux transformations époustouflantes. Les mineurs présentés sont devenus des personnages plus grands que nature, chacun inscrivant son nom dans l'histoire de l'exploitation minière moderne. Au-delà des découvertes de Parker Schnabel, la série a été remplie de moments inoubliables et de succès époustouflants de la part de Todd Hoffman, Tony Beats, Rick Ness et des audacieux Dakota Boys. Regardons de plus près comment ces mineurs ont transformé la terre en fortune et les échecs en rédemption. Lorsque Todd Hoffman et son équipe ont donné le coup d'envoi de la saison 1 à Porcupine Creek, en Alaska, ils n'avaient aucune idée à quel point le jeu de l'extraction d'or pouvait être épuisant. Ces débutants ont dû faire face à des pannes d'équipement constantes et à des conditions météorologiques imprévisibles. À la fin de la saison, leur récolte s'élevait à 14 onces, un chiffre bien inférieur aux richesses dont ils avaient rêvé. Mais ils n'étaient pas prêts à abandonner. Au cours de la saison 2, ils se sont installés dans le légendaire ruisseau Quartz, dans le Yukon, et ont réussi à extraire près de 94 onces d'or du sol. Mais leur plus grand moment est arrivé dans la saison 3 lorsqu'ils ont extrait 800 onces d'or. Cette récolte, d'une valeur de plus d'1 million de dollars, a consolidé leur place dans le monde de l'exploitation aurifère. Pendant ce temps, Tony Beats, connu dans le monde entier comme le roi du Klondike, était occupé à accumuler l'un des records les plus impressionnants de l'histoire de la série. Le style pragmatique de Tony et ses opérations de dragage massives ont fait de lui un favori des fans. À la saison 5, son équipage s'était déjà imposé comme un acteur sérieux. Au cours de la saison 6, ils ont déterré plus de 700 onces, mais ce n'est qu'à partir de la saison 8 qu'ils ont vraiment pris leur envol, en récupérant plus de 300 onces, saison après saison. Tony et son équipe familiale ont continué à repousser les limites, atteignant un total stupéfiant de plus de 400 onces dans la saison 12. Il est clair que l'empire minier de Tony Beats ne se contente pas de survivre. Il prospère. Et puis il y a Rick Ness,
Un mineur qui a commencé comme bras droit de Parker Schnabel avant de se mettre sous les feux des projecteurs. La décision de Rick de se lancer seul dans la saison 9 était un pari risqué, mais cela s'est avéré payant. Au cours de sa première année en tant que chef de mine, son équipe a récolté plus de 1,0 once d'or. Bien que la saison suivante se soit avérée plus difficile, avec seulement 500 onces récupérées, Rick a rebondi. Lors de la saison 12, son équipe a égalé sa performance de début, en obtenant un peu plus d'un 0 once. Le parcours de Rick, The Simple Acolyte a Leader, montre que la résilience et la prise de risque sont les maîtres mots du jeu de l'art. Les garçons du Dakota, Fred et Dustin Hurt, sont une toute autre histoire, connus pour leur méthode d'exploitation minière sauvage et à haut risque. Ces deux hommes se sont aventurés là où peu osent s'aventurer. Leur exploitation à Porcupine Creek dans la saison 2 a donné 80 onces, mais ce n'était que le début. Leur réputation a grandi à mesure qu'ils se sont lancés dans des fouilles de plus en plus dangereuses, notamment des expéditions minières sous-marines et des concessions dans des montagnes isolées. Ils ont montré que les plus grandes récompenses reviennent parfois à ceux qui sont prêts à prendre les risques les plus fous. Dave Turin, Louis, a adopté une approche différente. Autrefois membre clé de l'équipe de Todd Hoffman, Dave a créé sa propre émission. Gold Rush, Dave Turin's Lost Mine. Submission, redonner vie à des sites miniers abandonnés aux États-Unis. En Arizona, son équipe a récupéré 80 onces lors de sa première saison. Lors de la deuxième saison dans le Montana, ce chiffre a grimpé à plus de 200 onces. Et dans le Colorado, au cours de la saison 3, l'équipe de Dave a récolté une énorme quantité de plus de 400 onces. Son talent pour faire revivre des concessions oubliées a non seulement permis de redonner vie à d'anciennes mines, mais a également permis de récolter certaines des plus impressionnantes de la série. Le parcours de Tony Beat reste inégalé par son ampleur et son audace. Son intérêt pour le dragage a non seulement fait revivre des techniques oubliées, mais a également redéfini la manière dont l'exploitation aurifère peut être développée, exploitant certains des plus gros équipements vus dans l'émission. Ces investissements et ces risques portent toujours leurs fruits. Un moment inoubliable s'est produit lorsqu'il a transporté et remis en état une drague massive, une tâche que la plupart auraient considérée comme impossible. Cette même drague a été au cœur de l'une de ses saisons les plus productives, avec plus de 3,0 onces de pêche. Rick Ness, malgré ses hauts et ses bas, symbolise l'esprit de persévérance. Son équipage a dû faire face à des conditions météorologiques difficiles et à des pannes techniques qui auraient poussé beaucoup d'entre eux à abandonner. Pourtant, il n'a jamais baissé les bras, ralliant souvent son équipe avec des idées audacieuses et de la détermination. Son succès précoce dans la constitution d'une équipe soudée montre que le leadership n'est pas seulement une question de résultats. Il s'agit d'inspirer ceux qui vous entourent à viser plus haut, même lorsque les chances semblent contre vous. Les Dakota Boys ont poussé l'exploitation minière à l'extrême, avec leurs aventures dans des endroits reculés et dangereux, ce qui fait de leurs segments les plus palpitants de la série. De l'escalade de falaises glacées à la plongée dans des rivières gelées, les aventures de Fred et Dustin ont transformé la quête de l'or en un spectacle rempli d'adrénaline. Leur concentration sur des méthodes à haut risque et à forte récompense a donné lieu à des découvertes vraiment remarquables qui ont tenu les téléspectateurs en haleine. L'approche méticuleuse de Dave Turin en matière d'exploitation minière offre un contraste fascinant avec les méthodes survitaminées des autres. Sa stratégie consistant à cibler des sites oubliés témoigne de son expertise et de sa capacité à voir le potentiel là où d'autres voient du gaspillage, en se concentrant sur les détails, tels que la composition du sol et les données historiques. Le travail de Dave produit souvent des résultats impressionnants qui montrent que l'exploitation minière ne se résume pas à la force brute et à la chance. Dans une perspective plus large, Gold Rush est bien plus qu'une simple série sur l'exploitation minière. C'est un témoignage de la résilience humaine et des efforts que les gens sont prêts à faire pour poursuivre leurs rêves. Tous les mineurs présentés ont dû faire face à des revers qui auraient pu mettre un terme à leur carrière, mais ils continuent d'avancer, poussés par la promesse de la fortune et le frisson de la découverte. Leurs histoires, pleines de courage et d'ingéniosité, nous rappellent que le succès ne se donne pas. Il s'acquiert par le travail acharné et la volonté de prendre des risques. Les grandes découvertes apportent non seulement le succès, mais aussi des combats,
des disputes et des moments difficiles qui mettent à l'épreuve toutes les personnes impliquées. Conflits houleux dans le monde de l'exploitation aurifère. La période de Gold Rush a été pour le moins dramatique. La carrière minière a été marquée par des disputes enflammées et des affrontements houleux, révélant un côté dur et inflexible du jeune mineur. Ces batailles ont fait de lui un personnage marquant, mais elles ont aussi mis en lumière le monde intense et souvent impitoyable de l'exploitation aurifère. Commençons par la fameuse querelle avec Tony Beats. Tony Beats n'est pas étranger au drame, mais quand leurs chemins se sont croisés, les choses ont pris une tournure explosive. Au début, leur relation semblait solide. Tony agissait comme un mentor pour le jeune mineur, désireux d'apprendre les ficelles du métier. Mais lorsque Tony a loué le terrain minier, des fissures ont commencé à se former. Les royalties élevées de Tony étaient un point de friction, et il n'a pas fallu longtemps pour que les choses dégénèrent. Dans la saison 4, Tony l'a accusé d'avoir violé les termes du contrat et a mis fin à l'opération. Ce n'était que le début. À la 8e saison, ils étaient à nouveau en guerre. De la terre avait été jetée sur les terres de Tony sans autorisation. Et Tony n'allait pas laisser passer ça. Des accusations de cupidité ont été lancées. Et Tony a redoublé d'efforts, exigeant le respect de l'accord. Ces allers-retours ont renforcé leur rivalité. La soif d'indépendance n'a fait qu'attiser le feu. La saison 12 a mis la patience à l'épreuve une fois de plus. Face à l'excès de saleté, une faille dans l'accord a été trouvée et de la terre a été déversée sur les terres de Tony. La rage de Tony était palpable, mais il ne pouvait pas reculer. C'était un geste audacieux qui démontrait une confiance croissante et une volonté de jouer dur. La réaction de Tony? Pas vraiment amusée. Mais il avait les mains liées par les termes mêmes de leur accord. Cette saga a été un tournant, montrant la transition du jeune mineur enthousiaste à quelqu'un prêt à défier même les joueurs les plus établis. Puis il y avait les garçons du Dakota, Fred et Dustin Hurt. Ces deux-là n'ont jamais hésité à exprimer leur frustration, et de nombreuses raisons leur ont été données de le faire. La saison 3 a donné lieu à un conflit majeur lorsqu'un pont à Porcupine Creek a été remplacé sans prévenir Fred et Dustin. Ce n'était pas seulement un inconvénient, cela leur a coupé l'accès aux fournitures essentielles. Fred était furieux. Il a affronté la situation, laissant entendre qu'il ressentait un manque de communication. La situation a rapidement dégénéré et Fred, dans un accès de rage, a brandi un couteau. Ce moment a mis en évidence à quel point les tensions peuvent être élevées dans cette industrie. La confrontation est devenue l'un des moments les plus commentés de l'histoire de la série. Mais les défis ne se limitaient pas aux rivaux. Même au sein de l'équipe, les conflits ont fait surface. Prenons l'exemple de Brennan Rouault. Brennan était un membre clé de l'équipe, mais à la saison 12, il en a eu assez. Brennan avait l'impression que ses capacités étaient constamment remises en question, ce qui donnait lieu à de fréquentes disputes. La tension a atteint un point critique et Brennan a décidé de partir. Son départ a montré à quel point il peut être difficile de maintenir l'harmonie dans un environnement aussi stressant. La détermination et le perfectionnisme, bien que essentiels au succès, se font souvent au détriment du moral de l'équipage. Ces batailles, qu'elles soient menées contre des juniors chevronnés comme Tony Beats ou contre des membres de l'équipe, dressant le portrait d'un jeune homme qui navigue dans l'une des industries les plus difficiles qui soient. Le chemin ne se résume pas seulement à trouver de l'or. Il s'agit de faire ses preuves dans un monde où chaque décision est scrutée, chaque mouvement a des conséquences et chaque rival attend une occasion de bondir. Les affrontements ont façonné non seulement sa carrière, mais aussi sa réputation d'être l'une des figures les plus déterminées et les plus polarisantes de Gold Rush. Ce qui est clair, c'est que la confrontation n'est pas évitée. Qu'il s'agisse de tenir tête à Tony Beats, de repousser les Dakota Boys ou de régler les tensions au sein de l'équipe. Il a été prouvé à maintes reprises que se battre pour ses convictions est la voie à suivre. C'est cette détermination qui a conduit au succès, même si elle a créé de nombreux drames en cours de route. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, c'est une force avec laquelle il faut compter dans le monde de l'exploitation aurifère. La question est de savoir jusqu'où ira cette volonté pour rester au sommet. Alors que les enjeux continuent de croître, une chose est sûre, le chemin est loin d'être terminé. La découverte de la mine d'or de Parker pourrait-elle déclencher une nouvelle ruée vers l'or? Ou y a-t-il quelque chose de caché derrière cette incroyable découverte dont personne ne parle? Partagez vos réflexions et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour en savoir plus.